Plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que faire de la musculation, c'est vraiment un truc à part. Peu de gens ont la détermination d'aller pousser encore et encore, inlassablement des poids, et ce, juste afin de s'améliorer. Ça pourrait passer pour une discipline de butor. À mon avis, c'est exactement l'inverse. C'est la recherche du geste technique pur, de l'optimisation dans les programmes, de laisser son ego derrière soi et de ne pas se mentir. C'est une activité dans laquelle le jeu a peu de place, et ceux qui y prennent plaisir ne le prennent pas parce que c'est ludique. C'est pour ça que le commun des mortels a du mal à se motiver à aller à la salle. Et je joue pas sur les mots, ça peut être dans un lieu extérieur, justement à la salle, comme chez toi. J'avais donc un a priori négatif sur toutes les vidéos motivation que je voyais fleurir par-ci par-là sur internet. Je me disais que c'était que des artifices pour essayer de se forcer, et moi-même qui ai fait du sport à haut niveau, je ne comptais que sur la discipline. J'avais tort, et d'avoir découvert ça, ça ouvre la porte sur un monde immense. Évidemment, beaucoup d'études ont été faites sur l'entraînement mental et la motivation. Celle que je vais essayer d'analyser aujourd'hui, c'est peut-être pas la plus pertinente, mais en tout cas, les graphiques sont parlants. On a évalué les différences d'évolution de la force dans deux groupes d'athlètes. Pour l'un, il s'agissait juste d'entraînement physique, et pour l'autre, on a fait ça, plus on a rajouté du discours d'automotivation entre les séries et de la visualisation derrière. Pour ce qui est du discours motivationnel, il s'agissait d'essayer d'analyser et ensuite d'évincer les pensées parasites. Par exemple en transformant la phrase « je sais pas si je vais y arriver, il y a un peu trop de kilos, ça va être difficile » à « je peux le faire, je peux soulever plus, je peux faire ça ». Pour ça il fallait identifier les idées négatives qu'ils avaient eues au cours de la séance, les noter sur du papier et les reformuler de façon positive. Puis il se le répétait pendant les 80 secondes qu'il y avait entre chaque série. Quant à la visualisation, il s'agissait de se représenter soi-même en train d'effectuer les mouvements exigés lors du programme. Et les réussir bien évidemment. D'ailleurs, je vais mettre une hypothèse fondée sur d'autres études, mais le plus de sensations qu'on a pour justement visualiser ces mouvements-là, au mieux, je pense que les performances s'améliorent. D'ailleurs, parlons-en des résultats car ils sont éloquents et significatifs, comme on peut le constater avec ce schéma. Non seulement les gains de force ont été bien plus conséquents, mais en plus on a pu réduire certains marqueurs de stress métabolique, comme le niveau de cortisol ou les battements de cœur au repos. En d'autres termes, tu progresses plus et ça n'a pas d'impact sur ta récupération. Je trouve ça fou, mais on peut aller encore plus loin. Une autre étude a testé une méthode intéressante de coaching. Il s'agissait de 3 golfeurs et on leur a simplement donné des personnes qui les assistaient pour rebooster leur niveau de confiance en eux. Les coachs n'avaient pour objectif que de les rassurer. Et devine quoi? Les 3 golfeurs ont fait mieux en termes de précision et ce de façon incontestable. Voici comment je pense que c'est applicable pour nous. Déjà se motiver entre les séries ou les séances avec des films, des vidéos motivation ou des maximes qu'on se répète, genre je peux le faire, c'est à la portée de n'importe lequel d'entre nous. Ensuite trouver un ou une partenaire d'entraînement qui soit là pour nous motiver, mais quelqu'un de rassurant, pas dans le jugement. Ça peut être l'idéal. Une séance pour trouver ta répétition maximale ne sera donc pas la même si tu es seul ou accompagné. Chose à laquelle il faut penser aussi lors de tes compétitions si jamais tu en fais. Être encouragé par le public, ta famille ou même par toi-même, ça peut changer beaucoup de choses. Par exemple, l'excellent strongman Zydrunas Savickas s'entraînait tout seul pour cette raison. Parce que le jour J, avoir les encouragements, ça le boosterait encore plus. Avait-il tort parce que s'entraîner avec un partenaire lui aurait peut-être permis de soulever des charges plus lourdes à plus long terme et donc d'exploser encore plus le jour des compétitions? Je saurais pas vraiment le dire, surtout que le gars est archi titré, donc je pense qu'il s'y connaissait un minimum en termes d'entraînement. Mais ce qu'il est intéressant de noter indubitablement, c'est qu'il avait pris le paramètre en compte. Et ça d'ailleurs, ça pourrait nous faire remettre en perspective certaines études. J'en avais en premier entendu parler dans une interview sur la chaîne de Jeff Nippard, un américain dans le fitness. Si tu le suis pas, enfin, soit tu parles pas anglais, soit vraiment tu passes à côté d'un contenu génial. Enfin bref, du coup, dans cette interview, le gars en question qui se faisait interviewer disait que c'était important de bien faire gaffe aux protocoles utilisés, notamment par exemple pour des études qui évaluaient notre capacité à nous auto-estimer. Une étude en particulier regardait les charges de travail et le nombre de répétitions qu'on pourrait estimer faire avec ces mêmes charges. On demandait au sujet le nombre de répétitions qu'il pensait pouvoir effectuer avec une charge et puis on regardait s'il arrivait à faire ce nombre de répétitions. Et il s'est avéré que tout le monde ou presque avait pu aller beaucoup plus loin que les prévisions. Mais ces gens-là étaient entourés de chercheurs qui les regardaient et qui peut-être les encourageaient. Et du coup, forcément ils ont pu aller plus loin que ce qu'ils faisaient en temps normal. Enfin on sait très bien, et ce depuis un petit moment déjà, que la visualisation ça aide à la performance. Alors si tu ne l'as pas implémenté dans ton programme, je te conseille vivement de le faire.
Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. T'aimerais bien du coup me voir réaliser une vidéo motivation ?